Bonjour, je m'appelle Clara, je suis étudiante en master 2 psychanalyse et psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille. Je suis arrivée à la fac l'année dernière en fait, puisque avant ça, j'ai fait ma licence de psychologie à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Donc je vais essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées en ce qui concerne le master, mais aussi par exemple la sélection, pour que vous ayez une idée un peu plus précise de tout ça. Euh, donc, une des premières questions qui a été posée, c'était les notes que j'avais en licence. Euh, donc, c'était entre 13 et demi et 15 et demi pendant ma licence. Et en psychologie clinique, j'avais des notes moyennes en L1, des notes très hétérogènes en L2, puisque il me semble que j'avais une note aux alentours de 15 et une autre aux alentours de 9 en clinique. Et en L3, par contre, que ce soit pour l'aspect que j'avais choisi de psychoclinique ou la matière de psychoclinique que tout le monde partageait en L3, j'avais 16,5, 16,25. Par contre, il faut quand même préciser que l'université d'Aix-en-Provence note de manière plus, comment dire, plus sévère. Et bon, ça, les profs le savent. Donc, étant donné que vous venez de ce master pour la plupart d'entre vous, il ne faut pas trop s'inquiéter si jamais vous avez pas 16 de moyenne, quoi. 13, c'est une très bonne note. Enfin, voilà, l'important, c'est d'être plus ou moins régulier, je pense. Et dans tous les cas, faut pas trop se prendre la tête parce qu'il n'y a pas que les notes qui sont prises en compte. Et il y a aussi la lettre de motivation, les expériences de stage, les expériences personnelles, professionnelles que vous avez pu avoir. Quels types de stages sont valorisés pour rentrer dans le master? Donc ça, c'est une question à laquelle je vais répondre assez simplement. Je pense que peu importe le type de stage, l'important c'est ce que vous pouvez faire pendant ce stage. C'est-à-dire peu importe le lieu dans lequel vous l'effectuerez finalement, c'est comment vous allez rendre compte de ce stage à travers votre rapport. Euh, voilà. Un stage qui est valorisé, c'est un stage où vous avez pu apprendre des choses, vous avez pu observer vos référents, que ce soit en équipe ou avec des patients, que vous avez pu avoir des échanges avec des patients. Euh, voilà, après que ce soit formel ou informel, peu importe, l'important c'est d'avoir une première expérience du métier de psychologue et de la vie institutionnelle. Euh, Il n'y a pas tant d'exigences comme en master pour le stage. C'est déjà très compliqué de trouver un stage en L3, les professeurs le savent. Et déjà avoir une première expérience, même si c'est pas un stage où vous avez des patients, etc., c'est très bien. Et peu importe où vous le faites, que ce soit en EHPAD, en hôpital, euh, avec des enfants, peu importe. Quel TER faut-il choisir? Moi, je dirais que c'est comme il me semble que c'est les PPS que ça s'appelle. Euh, Par rapport à votre rapport de stage, il vaut mieux choisir un TER en lien avec le master dans lequel vous voulez rentrer. C'est-à-dire si vous voulez rentrer dans le master psychanalyse et psychopathologie, euh, il est plus pertinent de choisir un professeur qui vous accompagnera tout le long de votre TER, qui soit, enfin, qui fasse partie de ce master et, euh, et du coup que votre thématique se rapproche d'une thématique en lien avec la psychanalyse tout simplement. Après voilà, il n'y a pas de sujet type ou de sujet phare, mais l'important c'est que ce soit en cohérence avec votre projet de master. Quels sont les changements par rapport à la licence? Alors, en master, il y a la dose de travail qui n'est pas exactement la même. En fait, elle n'est pas répartie de la même façon. Après, je vais parler pour moi, sachant que je viens de Toulouse.
Donc c'est pas la même fac, mais c'est aussi normal que j'ai noté cette différence de manière plus importante peut-être que des élèves qui étaient étudiants à Aix déjà lors de leur licence. Personnellement, j'ai trouvé ça plus intense, notamment le premier semestre de Master 1 qui est très très dense, où il y a beaucoup de cours, beaucoup de partiels et beaucoup de travail à fournir à la maison aussi. Par la suite, ça s'apaise beaucoup. Au deuxième semestre de M1, déjà, on est beaucoup plus tranquille, il y a moins de cours. On est plus focalisé sur tout ce qui est TER, rapport de stage. Et en M2, on a beaucoup moins de cours. Vraiment, on a des semaines assez vides en ce qui concerne les cours, et d'autant plus que les quelques cours qu'on a sont rarement des vrais cours. On a quelques séminaires, mais la plupart des cours sont en fait des ateliers où on est un petit groupe et on peut échanger avec les professeurs. C'est pas vraiment les mêmes dispositifs que pour le Master 1. Voilà. Quel lieu au semestre 6 faut-il choisir, ou est-il préférable de choisir selon vous pour mieux appréhender le master demandé? Honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question tout simplement parce que je j'étais pas là en L3 donc j'ai pas eu à faire ce choix. Voilà. Comment est la sélection en master? Euh, La sélection pour le master, elle est un peu compliquée puisqu'il y a beaucoup de candidats pour pas tant de places que ça. Dans le master d'Aix-en-Provence, pour ce qui est du master PP, il y a environ 50 places, il me semble, ce qui est assez important quand même par rapport à d'autres masters où il n'y a que 20 places, 30 places, voire 15 places. Euh, la sélection, elle se déroule en deux étapes, comme vous savez sûrement. La première étape, elle se fait sur dossier écrit. Donc il y aura vos notes, votre lettre de motivation, tout ce que vous pouvez mettre dedans pour justifier euh, de votre éventuel entrée en master. C'est-à-dire vous pouvez mettre des papiers attestant que vous avez assisté à des conférences. Vous pouvez insérer aussi des lettres de recommandation, des choses comme ça, qui pourront appuyer votre candidature. Et puis ensuite, généralement, il y a aussi un petit projet de TER, un projet de mémoire pour le master, brièvement, des choses comme ça. Bon, ça, il faut voir bien les modalités exactes sur les sites en temps voulu. Et suite à cette candidature écrite, si vous êtes sélectionné, si votre dossier est sélectionné, vous serez interviewé à l'oral. Et donc cet oral, il est assez court, il dure à peu près 15 minutes, 15 petites minutes, où il s'agira surtout de, d'afficher vos motivations, vos envies, pourquoi ce master, pourquoi être psychologue, éventuellement de présenter aussi vos projets de mémoire, de stage, etc. Et de répondre aux questions que les professeurs qui vous sélectionneront ou pas vous poseront. Donc ça, c'est propre à chacun. Et donc à la suite de cet oral, c'est les sélections définitives, on va dire. C'est la dernière étape des sélections. Donc certains seront pris directement, certains seront refusés directement et d'autres seront sur liste complémentaire. Donc là, il faudra attendre pour savoir si quelqu'un se désiste ou pas et donc si vous pouvez prendre sa place. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur les sélections en master. Peut-être conseiller de ne pas postuler que dans un master si vous avez la possibilité, étant donné que c'est compliqué. Plus vous multipliez vos chances, plus ça peut être bénéfique pour vous. Donc voilà. Essayez de rester cohérent quand même dans vos demandes. Si vous demandez master psychanalyse à Aix,
c'est pertinent de demander un autre master d'orientation psychanalytique ailleurs, mais peut-être pas de demander un master en développement, par exemple, à Aix-en-Provence. Dans tous les cas, il faudra justifier tous ces choix-là et, euh, et voilà, et tenter de rester le plus cohérent possible avec vos projets. Dans combien de masters allez-vous candidater? Comment s'est déroulée votre sélection? Ben justement, ça tombe bien, j'ai été sélectionnée dans 3 masters et j'avais postulé dans à peu près 7 masters ou 8, je sais plus exactement, 7 ou 8. Tous les autres m'ont refusé sur le dossier écrit. Sur les 3 qui m'ont accepté, il y en avait un qui m'a accepté sur dossier, donc il n'y avait pas d'oral. Il y avait ensuite Caen et Aix-en-Provence où j'ai fait l'oral et puis j'ai été prise à la suite des oraux. Enfin, à Caen j'ai été prise directement et pour Aix-en-Provence j'étais sur liste complémentaire et j'ai appris que j'étais finalement prise à fin juillet. Donc ça peut prendre un petit peu de temps avant de savoir si vous êtes définitivement pris ou définitivement pas pris. Alors, qu'avez-vous mis en avant dans votre CV et dans votre lettre de motivation? Alors, mon CV, c'était un CV tout à fait classique. J'avais mis en avant d'abord, il me semble, ma formation, donc tout ce qui est bac, université, licence, voilà. J'avais aussi noté mes compétences, que ce soit linguistique ou que ce soit aussi informatique, puisqu'on avait passé le C2I en licence. J'avais noté mes expériences professionnelles, puisque j'avais fait pas mal de jobs étudiants avant d'arriver en master. Et puis aussi mes expériences de bénévolat. Euh, voilà pour le CV. Pour la lettre de motivation, j'ai essayé de mettre en avant ce pourquoi je souhaitais rentrer dans ce master, c'est-à-dire pourquoi un master de psychologie clinique, pourquoi un master d'orientation psychanalytique, mes lectures, mes expériences de bénévolat, puisque j'avais le désavantage de ne pas avoir fait de stage moi en licence, étant donné que c'était pas obligatoire à Toulouse, donc j'ai essayé de mettre l'accent sur ce que je pouvais mettre en valeur, à savoir mes expériences de bénévolat. J'avais aussi mis l'accent sur une formation que j'ai fait à l'étranger en psychologie clinique de pas longtemps, hein, de 2 semaines, mais qui avait été très enrichissante. Et puis voilà, à peu près. Il me semble que c'est à peu près ça. Oui, j'avais aussi mis en avant les options que j'avais choisies en L3 et la cohérence de mon parcours euh, par rapport à cette demande de rentrer dans le master PP. L'important, c'est aussi dans vos lettres de motivation d'adapter ce que vous dites en fonction des masters dans lesquels vous postulez. Donc pour ça, c'est important de prendre le temps de se renseigner sur les universités, les masters, les courants qu'ont chacun et pour adapter au mieux et multiplier vos chances d'être pris, de correspondre à ce que les sélectionneurs attendent des étudiants dans leur master. Alors, avez-vous fait d'autres stages bénévolat formation? J'y ai déjà répondu, donc je reviens brièvement. Oui, j'ai fait du bénévolat. J'avais fait du bénévolat dans l'asso qui s'appelle La Fève. J'avais fait de l'accompagnement scolaire auprès d'un jeune en 5e, il me semble, pendant 1 an. Ensuite, j'avais fait du bénévolat pendant 1 an aussi dans une AEMO, donc juste avant le master, pendant ma L3. Et formation, j'ai fait une formation en Inde en fait, en psychologie clinique. Donc c'était pas du tout orientation psychanalytique, mais j'ai quand même voulu en parler parce que c'était hyper intéressant. Comment se déroule l'entretien? Quelles questions on vous a posées? J'ai déjà répondu aussi tout à l'heure, du coup. Et les questions qu'on m'a posées spécifiquement, moi, c'était vraiment de présenter mon projet de mémoire pour
le master. Est-ce que j'avais déjà réfléchi avec quel prof le faire? Donc ça, c'est important de se renseigner aussi avant d'aller à l'oral sur quel prof travaille sur les thématiques qui vous intéressent pour savoir quoi dire. On m'avait demandé du coup ce que j'avais appris en stage. Bon, en l'occurrence, j'en avais pas fait, donc j'ai expliqué pourquoi et comment j'avais essayé de me rattraper avec le bénévolat. On m'avait demandé quoi d'autre? On m'a demandé quels auteurs me permettaient de penser la psychanalyse. Euh, voilà, des choses de cet ordre-là. Je me souviens pas exactement de toutes les questions, je suis désolée. Euh, c'est assez court dans tous les cas. Ça commence toujours par une présentation. On vous demande de vous présenter. Donc ça, il faut que ce soit assez, enfin, il faut que ce soit béton, quoi. Vous pouvez le travailler tout seul chez vous. Une présentation simple, pas très longue, quoi, mais pour qu'ils aient un peu un aperçu de votre personnalité et de votre parcours. Et puis ensuite, ils vous poseront des questions, et ça, moi je vous ai dit un petit peu ce qui m'a été posé, mais ça peut varier d'un entretien à l'autre. Comment se déroule l'entretien? Ah non, mais ça je l'ai déjà dit, pardon. Avez-vous des conseils pour la sélection? Comme je disais, pour moi, l'important c'est de postuler dans plusieurs masters. Je pense que ça multiplie les chances d'être pris quelque part si vraiment ce que vous voulez c'est être psychologue. Et étant donné que les places sont chères, mais tout en restant toujours cohérent. Donc, si vous faites plusieurs demandes, il faut que ce soit des demandes toutes cohérentes et qui vont vers le même objectif. Conseil pour la sélection, vraiment essayer au maximum, que ce soit dans vos candidatures écrites ou à l'oral, de vous mettre en valeur et de faire de vos expériences des atouts. Voilà. Vous posez les bonnes questions avant tout ça. Pourquoi vous voulez être psychologue? Pourquoi vous voulez partir dans une orientation et pas une autre? Et, et puis voilà, bon courage pour la sélection. Alors là, on passe sur d'autres questions. Euh, En ce qui concerne du coup maintenant le master psychanalyse et psychopathologie plus spécifiquement, il y a cette question, quelles sont les finalités de ce master? Donc je dirais que les finalités de ce master, c'est d'être psychologue clinicien et de pouvoir travailler au sein d'une équipe. On est formé à prendre en charge tout type de patients, en fait, que ce soit des adultes, des enfants. Ça, c'est assez. Enfin, c'est un point important, je trouve, dans ce master. C'est assez large. Et voilà, le champ clinique qu'on étudie est assez grand, d'autant plus qu'on a l'obligation de faire un stage avec des adultes, un stage avec des enfants et au moins un stage en psychiatrie. Donc tout ça, ça permet quand même de voir pas mal de choses pendant notre master avant d'arriver sur le marché du travail et d'être potentiellement employable dans, euh, dans un champ très vaste en fait de clinique. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et il y a aussi du coup dans ce master une importance qui est mise sur la question de la recherche au-delà de ce qui est clinique. Donc il y a une partie importante des enseignements qui sont dirigés sur la recherche plutôt, donc notamment le TER, mais vous avez aussi cours de validation de la recherche en Master 2 par exemple. Donc ça c'est aussi à prendre en compte, c'est que y a le côté clinique et le côté recherche qui sont mis en avant dans ce master, et du coup qu'à la suite vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, prétendre à faire éventuellement un doctorat aussi. Alors en ce qui concerne les cours du Master 1, il y a quelques questions dessus. Déjà, je peux commencer par vous conseiller d'aller voir les plaquettes de formation sur les sites des universités en question. Comme ça, vous pouvez voir quelle fac propose quel master et concrètement, est-ce que ça correspond à vos attentes en voyant la liste des UE et ce qui est proposé à l'intérieur de chacune de ces UE.
je vais quand même parler des matières qui sont proposées dans le master PP. Il y a une UE sur la psychopathologie où on revoit un peu toutes les psychopathologies, que ce soit de l'adulte, de l'enfant, avec une orientation plutôt psychiatrique ou plutôt psychanalytique. Et ça, c'est en commun avec le master 3PC. On a une UE sur les méthodes projectives qui est aussi en commun avec les 3PC. Ensuite, on a une UE sur la métapsychologie où chaque année, les professeurs se mettent d'accord et choisissent en fait un concept de la psychanalyse. Et ce concept est abordé selon les quatre auteurs fondamentaux, on va dire, de la psychanalyse, à savoir Freud, Lacan, Klein et Winnicott. Donc l'année où j'y étais, c'est tombé sur le complexe d'Oedipe, mais c'est déjà tombé par exemple sur la pulsion. Donc chaque fois, c'est des sujets différents. En tout cas, c'est vraiment plus axé sur la psychanalyse. Et à l'intérieur de cette UE, il y a aussi une partie qui s'appelle lecture de texte, où on revient sur les textes freudiens, sur la question des traductions, etc. Donc, que j'ai trouvé super intéressant d'ailleurs. Et donc voilà, l'UE de métapsychologie, elle est en commun avec le master LIPS, donc de littérature et psychanalyse. Et du coup, on a aussi une UE qui s'appelle psychanalyse et littérature en commun avec cet autre master. Et où on a vu, en tout cas l'année où j'étais, le séminaire 20 de Lacan qui s'appelle Encore et à la lumière de textes littéraires en fait. Donc voilà, il me semble que c'est tout pour... Ah non, il y avait aussi cours d'anglais. Donc tout ça en fait, et le cours d'anglais c'est pas vraiment un cours d'anglais dans le sens où c'est pas la langue qu'on évalue, mais plutôt les questions de la traduction des textes de psychanalyse en anglais, en français. Et donc tout ça, c'est au premier semestre du Master 1. Au Master 1 toujours, mais au semestre 2, on va avoir une UE sur le transfert, en commun avec le Master LIPS, là encore. Une UE sur enfin, qui concerne le TER. En fait, c'est les ateliers avec vos professeurs pour discuter de vos TER. Il y a les supervisions de stage aussi. Ça, il y en a quelques-unes au premier semestre, mais c'est surtout présent au deuxième. Et il me semble que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si j'en oublie quelques-unes. En tout cas, vous pouvez tout trouver encore une fois sur le site de la fac. Pour ce qui est du Master 2, on a quelques séminaires, mais c'est un peu les seuls cours. Sinon, c'est pour la plupart du temps des ateliers plutôt. Donc, qui concernent encore une fois le mémoire de recherche ou bien des temps d'ateliers cliniques. On a des cours sur la clinique de l'enfant aussi, beaucoup plus qu'en Master 1. Et voilà, à peu près. Et des cours sur la validation de la recherche en M2. Voilà. C'est une année qui est assez peu garnie en cours en fait. On n'a pas trop de cours, on a beaucoup plus de temps pour tout ce qui est dossier, mémoire et rapport de stage. Voilà. Et stage. Alors, quelle est la quantité de travail personnel à fournir? Je pense qu'il faut être assidu quand même parce qu'il y a beaucoup de travail à faire à la maison. Il faut être curieux pour essayer de tout approfondir en fait chez soi après les cours ne suffisent pas en fait, mais c'est pas du tout une montagne insurmontable, c'est largement faisable. C'est très intense et très difficile pour le premier semestre de M1 comme je disais parce qu'il y a énormément de cours, énormément de contenu, beaucoup de partiels à la fin du semestre et des dossiers. Donc c'est un semestre assez hard, mais une fois qu'il est passé, on revient à un rythme beaucoup plus léger et où on a le temps pour le stage, pour le mémoire de recherche et où c'est moins stressant. Donc voilà. Ça j'ai déjà répondu. Faire un bilan de son M1 passé, niveau cours et comment se passe le M2.
bah, c'est ce que je disais. Vraiment, le premier semestre a été très difficile. Le deuxième semestre, beaucoup moins. Ça a été aussi difficile, mais pour des raisons qu'on a tous connues l'an dernier, qui sont les raisons sanitaires. Ça fait que c'était un peu particulier. Mais sinon vraiment, la difficulté, elle est sur le premier semestre, je trouve. Après, ça se calme. Et là, en Master 2, ça se passe bien. Voilà. Comment bien réussir son stage et son mémoire de M? Ben, je pense que le stage, l'erreur à pas faire, c'est de pas être au clair avec son référent de stage dès le départ. C'est arrivé avec certains étudiants. Et c'est vrai qu'on attend de nous dans le stage qu'on soit assez autonome et qu'on soit mis en situation professionnelle dès le master 1. Alors si c'est pas dès le début du stage, il faut qu'au moins ce soit au clair avec le référent de stage que à un moment donné dans le stage, il faudra que ce soit professionnalisant et que vous puissiez avoir des patients vous-même sans votre référent, des choses comme ça. Donc en fait, ne pas réussir son stage, ce serait faire un stage où finalement on n'est pas mise dans cette situation de professionnel et où on n'est que dans l'observation comme en L3. Ça passe pas trop et ça peut poser des problèmes. Mais généralement, étant donné que c'est précisé à l'entrée du stage, ça pose pas trop de soucis. Voilà, ensuite, bien réussir son stage, il faut être curieux, présent et, et voilà, et explorer toutes les possibilités qui vous sont données pendant le stage. Pour le mémoire, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que c'est pas aussi pratique. C'est-à-dire, euh, chaque mémoire est assez personnelle finalement. Pour moi, l'erreur à pas faire, c'est d'attendre trop tard pour s'y mettre. Moi, c'est un peu ce que j'avais fait. Bon, finalement, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est très stressant quand finalement euh, on est un peu, comment dire, pressé par le temps. Et c'est bien de commencer dès le début de l'année, si on peut, pour être plus tranquille, plus serein et rendre un travail de qualité. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi, je pense, c'est en parler avec son professeur de son directeur de mémoire, en fait, régulièrement, échanger avec lui envoyer des extraits, des passages pour qu'il vous en dise quelque chose avant de le rendre. Mais ça, de toute façon, enfin, vous serez briefé sur le moment. C'est pas trop la peine, je pense, de se prendre la tête là-dessus. Ce sera des choses que vous verrez sur le moment. Donc pas de panique.